Alors, on n'a pas vu grand-chose, mais on a quand même vu presque le principal, pour l'instant, le produit scalaire. Donc, un espace euclidien, ce sera notamment un espace sur lequel on va avoir un produit scalaire. Un produit scalaire, c'est quoi? Alors, en une phrase, entre guillemets, c'est une forme bilinéaire, symétrique, définie positive. Forme, c'est pour dire qu'on a valeur dans grand R. Attention ici, pour nous, c'est vraiment R tout court. Ça ne peut pas être des complexes. Que R, que des réels. Bilinéaire, on l'a déjà croisé. Linéaire à gauche, linéaire à droite. Symétrique, ça veut dire que si on échange les deux vecteurs, ça reste la même expression. Et définie positive, donc c'est un petit peu le package, on va dire, positif, et le caractère défini, ça veut dire que si on prend deux fois le même vecteur, phi de xx est positif, et phi de xx égale 0, ça n'est possible que si x égale 0. Donc ici, deux définitions, un espace vecteur avec un produit scalaire, on va dire que c'est un espace pré-hilbertien, et surtout ce qui va nous intéresser, hop, si on a un espace avec un produit scalaire qui est de dimension finie, là on va dire que c'est un espace euclidien. Donc c'est ça surtout qui va nous intéresser sur tout le chapitre. Alors, ce qui va nous attendre là, notamment pour commencer, c'est une petite remarque et après on va faire un listing de plein de produits scalaires possibles. Alors, il y aura des produits scalaires de référence qu'il faudra connaître parfaitement, ceux qu'on va voir ici, et il y en aura d'autres qu'on va voir un petit peu au fur et à mesure qu'il faudra aussi avoir bien en tête. Alors, petite remarque juste avant d'attaquer ça, dans le package là, quand vous aurez tout à vérifier, il y a une petite feinte. Étant donné qu'il y a la symétrie, faire des opérations du côté gauche ou droit, ça peut s'intervertir. Conséquence pratique, si vous avez la linéarité à gauche, vu que de toute façon vous pouvez intervertir gauche et droite, vous en déduirez automatiquement la linéarité à droite. Donc cette petite phrase qu'on va souligner, elle est en fait très importante. La linéarité à gauche ou à droite implique la binarité. Donc ça, au niveau pratique, on fera toujours comme ça. On commencera par dire que c'est symétrique. Ensuite on dira que c'est linéaire à gauche et donc que c'est binaire. Autre petite remarque, si on a une application bilinéaire, ça veut dire qu'elle est linéaire à gauche et à droite. Or, pour une application linéaire, l'image du vecteur nul, c'est 0. Conséquence, si on fige un vecteur à gauche et qu'on met 0 à droite, ça fera 0. Si on fige un vecteur à droite et qu'on met le vecteur nul à gauche, ça fera toujours 0. Donc ça, c'est un petit point de détail en plus que je vais souligner aussi. Maintenant, exemple. Donc là, pour les exemples, ça va être sur tout à la main. On va partir sur le tableau blanc. Alors, tac, comme ceci. Alors, ces exemples, alors on va commencer, j'ai mis R2 puis R3. Bon, peut-être que là, pour alléger, on va faire R2, puis après on fera directement Rn, ce sera plus pratique. Et ensuite, il y aura les fonctions continues sur intervalle AB. Alors, hop. Oula. Exemple. Oula. De produits scalaires. Et attention. Vous devez les connaître. On va vous dire le produit scalaire usuel sur R2, vous devez savoir ce que c'est. Sur Rn, vous devez savoir ce que c'est. Sur les fonctions continues, vous devez savoir ce que c'est aussi. Mince. Tac. Voilà, c'est un peu plus propre comme ça. Alors, le premier. Donc c'est juste un petit peu pour faire un rappel, on va dire. Pardon. Hop, j'ai pas choisi la bonne option. Alors, dans R2, on considère. Donc, on va avoir besoin de deux vecteurs qu'on va noter grand X, XY et grand X', X', Y'.
on pose l'application phi qui va aller. Alors, rappelez-vous, l'application phi, ce sera notre futur produit scalaire, elle est censée manger deux vecteurs et associer un réel. Donc à partir de deux vecteurs, donc R2 croix R2, on va aller dans grand R, tout simplement à partir de grand X et grand X', donc c'est un couple de deux vecteurs de R2, on va associer XX' plus YY'. Donc là, je vais le redire ici. Ça, c'est un couple de deux vecteurs de R2. Donc chacun des deux est lui-même un couple, avec une notation qui est au-dessus. On va vérifier point par point. Donc là, je vais peut-être mettre un petit numéro, ce sera peut-être plus net. Là, on va dire que c'est un numéro 0 parce que c'est un exemple préparatoire. Le vrai exemple arrivera juste après. Et on va vérifier tout simplement, point par point, le fait que l'application soit binaire, symétrique, définie positive. Alors, on va commencer par symétrie, c'est toujours le plus simple. Alors, phi symétrique, car si on calcule phi de x' fois grand X, on échange les primes et les pas primes. Donc ça fait x' x plus y', y. Et bien sûr, on ne va pas s'éterniser, c'est égal à phi de xx'. Donc ça égale ça, on est bon. Ensuite, phi linéaire à gauche. Donc là, bon, c'est tout classique, dès qu'on fait la linéarité, on fixe grand X' et on va considérer, alors du coup il va me falloir deux scalaires de lambda mu, ça c'est classique, deux autres vecteurs, on va dire x1 et x2. Donc là, on fixe x' et on va considérer deux scalaires, donc soit lambda mu dans R2 et deux vecteurs, du coup, si je mets des x1 et x2, ça va peut-être faire plein d'indices. On va dire qu'on met un grand x, xy et un grand a, pourquoi pas, ab, comme ça fera un deuxième vecteur. On calcule. Alors, phi de, on a dit qu'on fixait x', donc du côté droit, c'est x' qui bouge plus. Du côté gauche, on fait notre combinaison linéaire, lambda x plus mu fois grand A. Alors, les notations, c'est un peu, pas au pifomètre, mais c'est un petit peu en fonction de la situation, vous adaptez, comme d'habitude. Ici, ça va se retrouver à être égal à phi de. Le couple de gauche, ce sera donc le couple de coordonnées lambda fois petit x plus mu fois petit a, point virgule, lambda fois y plus mu fois petit b. Et ce couple-là, on va faire phi de ce couple-là avec grand X'. On va donc avoir, on décompose bien comme il faut, toute cette première coordonnée fois x', plus toute cette deuxième coordonnée fois y'. Donc lambda x plus mu a fois x', plus toute la deuxième coordonnée, lambda y plus mu b fois y'. Est-ce que jusqu'ici il y a des questions pour la mise en place du phi avec le vecteur fixé, les deux autres qui bougent? Ça pourrait être clair cette histoire? Ensuite, classique pour linéarité, on veut faire apparaître lambda fois quelque chose plus mu fois quelque chose. Donc on force un petit peu ce qui nous intéresse. Non, c'est pas ça. Plus mu fois quelque chose. Et alors si on fait lambda, si on met lambda en facteur, on va se retrouver avec x' plus de l'autre côté y'. Et
tout à la fin, on va se retrouver avec mu facteur de ax' plus by'. On compare et on a bien. Alors là, je suis un tout petit. Est-ce que je peux un tout petit peu remonter ça? Ouais, ça doit être jouable. Je serre un tout petit peu pour grappiller une ligne. Comme ça, ce sera en dessous. Voilà, ça devrait être bon. Et on va bien sûr, on va tomber sur lambda phi de. Là, c'est phi de grand X. Qu'est-ce qui se passe? Ah si, c'est bon. J'ai un petit lag. Grand X' plus mu phi de. Et donc là, c'est grand A, virgule X'. Donc si vous comparez, on est parti de ceci. Et on est arrivé à ceci, qui est exactement ce qu'on voulait. Conclusion, donc ça on va le mettre à côté. Hop, tout ça. Ça vous donne que phi binaire. En pratique, vous faites comme ça. On a donc à valeur dans grand R, symétrique, bilinéaire. Il nous reste le positif défini positif. Donc j'attends 5 secondes, 5-10 secondes, et puis après on va passer sur une page suivante. Alors, on enchaîne. Tac. Point suivant. Phi. Alors, on va directement définir positif. Positif. Alors, en effet, alors pour ça, pardon, déjà, on se fixe un seul vecteur. J'insiste bien dessus parce que ça, c'est l'erreur type. Soit grand X, XY appartenant à R2. Donc, tac, je remets ça comme ça. Et on va regarder phi de grand X, grand X. Donc phi de grand X, donc deux fois le même. Ça va donc être, alors, normalement c'est XX' plus YY'. Donc ici c'est X carré plus Y carré. Bah là c'est instantané. Phi de XX est positif. Donc en pratique, la positivité, ce sera quasiment tout le temps instantané. Vous faites le calcul, vous allez avoir comme par hasard des carrés qui vont sortir, et donc ce sera positif. Et pour le défini positif, il y a deux choses différentes. Il y a l'aspect positif et il y a le caractère défini. Donc si on suppose de plus que phi de xx est égal à 0, on est censé en déduire que grand X est égal à 0. Donc phi de xx égale 0, ça implique que x carré plus y carré est égal à 0. Et là, comme on a une somme de deux carrés, ça implique que x égale y égale 0, c'est-à-dire ça implique que grand X soit égal à 0, 0, le vecteur nul. Donc, dernière étape qui nous manquait. Alors, petite question. Alors, effectivement, le déterminant, alors du coup, le déterminant en taille 2, il est aussi bilinéaire. Donc, le déterminant général, il est multilinéaire. Le déterminant en taille 2, il est bilinéaire. Donc, c'est exactement la même notion. On fige des vecteurs et on fait une arrêté par rapport à un des vecteurs. Alors, conclusion, donc à retenir. L'application phi de R2 de, excusez-moi,
de R2 croix R2 dans grand R, qui a grand X prime associe petit x prime plus y prime est un produit scalaire sur R2. Et c'est le produit scalaire dit usuel. Est-ce que jusqu'ici c'est bon? J'attends 5 secondes. Ok. Alors, ça c'est sur R2. Donc je pense que pour voir ce qui se passe, c'est pratique. Mais en gros, on a fait la démo définition. Non, on n'a pas fait la démonstration à définition, parce qu'une définition, ça ne se démontre pas. On a vérifié la définition sur cet exemple d'application pour dire que la définition était vérifiée, que donc ça méritait le titre de produit scalaire. Et ça, c'est ce que vous aurez à faire un paquet de fois. Alors, sur Rn, on va poser l'application phi. On ne va pas refaire les calculs, ce serait complètement similaire avec des symboles somme en plus. En revanche, sur les fonctions, là, on va tout faire proprement. Alors, donc là, c'était le numéro 0. Donc, exemple numéro 1. Je vais passer à la page suivante. Tac, tac. Donc, plus généralement, alors, l'application phi qui va aller de Rn croix Rn dans grand R. Rappelez-vous qu'on doit récupérer deux vecteurs qui a, alors là on va préciser un petit peu, je vais un tout petit peu espacer les choses. Hop. Hop, comme ceci. Donc on va avoir un grand X égale X1, 3 petits points jusqu'à Xn. On va avoir un grand X' qui va être égal à X'1, etc. X'N. Alors attention, là, c'est la croix du Rn croix Rn, produit cartésien des deux ensembles. Là, c'est juste un grand X, un grand X'. Vous ne mélangez pas les pinceaux. Et à l'arrivée, on va associer tout simplement la somme des xi, x'I pour petit i allant de 1 jusqu'à n. C'est-à-dire, je suis vraiment pour le faire apparaître, x1, x'1 plus x2, x'2 plus 3 petits points xn, x'n. Et donc ça, c'est... Alors, ça vérifie tous les points de définition produit scalaire. Donc on l'admet, ce serait la même chose que juste avant avec des points de suspension en plus. Et c'est le produit scalaire usuel sur Rn. Donc ça, tac. Donc tout ça à connaître parfaitement. Alors, petit 2. Là, on va regarder, comme ça en plus vous aurez tous les deux sur une même page. On va poser le futur produit scalaire usuel sur les fonctions continues. Alors là, je le donne un petit nom, histoire d'alléger un chouïa, parce que sinon ça fait un petit peu lourdeau. Donc, on considère les fonctions continues.
de AB à valeur dans R. Je vous remarque à côté pour rappel ce que c'est. Alors, on peut utiliser direct. Oui, 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 oui. Alors, c'est vrai que, comme je l'ai mis ici, j'ai marqué au début. Là, regardez, là, 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 à connaître. Donc là, je peux le remettre aussi, si vous voulez. Donc là, c'est même plus que vous pourrez, c'est vous devrez l'utiliser directement. Sur les fonctions continues, alors, il est un tout petit peu plus technique, on va utiliser une intégration. Donc on va poser, alors je l'appelle encore phi, de toute façon après dans le contexte, c'est à vous de vous dépatouiller. Ce sera l'application phi qui va aller de E croix E dans grand R. Au départ, on va donc manger deux fonctions, alors, de même que pour l'espace vectoriel. Lorsque vous faites lorsque vous étudiez des ensembles qui sont des espaces vectoriels, vous adaptez les notations de vos vecteurs à la situation. Lorsque c'est des vecteurs de Rn, vous mettez des grands X, grands Y. Lorsque c'est des fonctions, on met des f et g. Lorsque c'est des polynômes, parce qu'on aura ça plus tard, on met grand P, grand Q par exemple. Lorsque c'est des matrices, typiquement une note A et B, ou grand M et grand N, ou des choses comme ça, il faut adapter la notation pour que ce soit usuel, facile à lire. Ici, c'est des gentilles fonctions, donc on va mettre tout simplement un petit couple f, g, et on va associer tout simplement l'intégrale entre a et b de f de t, g de t, dt. Alors, ce qu'on peut noter aussi des fois, rappelez-vous, intégrale de fg tout court pour aller g. Donc ça, hop, je mets tout de suite un petit encadré rouge. Ce sera à connaître parfaitement. Donc ceci, là on va le démontrer, c'est un produit scalaire sur grand E. Donc on va faire les petits points les uns derrière les autres. Donc premier point, alors phi à valeur dans R, bon là je pense qu'on peut passer, c'est automatique. On va donc vérifier binaire, mais pour faire binaire, on va faire linéaire à gauche, symétrique. Et ensuite, on fera le défini positif, pareil, avec les deux petits points. Donc, phi linéaire à gauche. Alors là, je vais un tout petit peu plus vite. Alors, si on veut faire une arrêtée à gauche, on va donc avoir lambda f plus, j'efface un tout petit peu pour faire la place. Voilà, je mets un peu petit. Alors, phi de lambda f plus, alors du coup, on va mettre du fgh. Donc, on va dire lambda f plus mu g et petit h fixé. C'est l'intégrale de lambda f plus mu g fois h. Attention, on fait f de t fois g de t, le produit. Donc, lambda f plus mu g avec h. Ça fait lambda fois l'intégrale de fh plus mu fois l'intégrale de gh. Et c'est donc bien égal à lambda phi de fh plus mu phi de gh. Alors, oui, j'ai pas mis les bornes à chaque fois, mais bon, c'est A, B tout le temps. A, B, A, B, A, B, A, B. Là, c'est pas choquant. Dans le contexte, il n'y a aucune ambiguïté possible. Alors, les procédures usuelles, ils représentent quoi? Alors, en fait, ce sera... Alors, là, pour l'instant, c'est les prémices. Donc là, vous êtes encore très très loin d'imaginer à quoi ça va servir tout ça. Mais sur les ensembles types, Rn, les fonctions continues, et même, on va le voir un peu au fur et à mesure, les polynômes, les matrices, on peut avoir énormément de produits scalaires différents. Une infinité, en fait. On verra un tout petit peu ces exemples, etc. Vous allez très vite imaginer ce qui peut se passer.
Conséquence, c'est un peu comme pour les bases dans l'espace de dimension finie. Dans Rn, vous savez qu'il y a une infinité de bases possibles. Mais il y en a une, la plus simple possible, entre guillemets, qu'on a privilégiée, qui était la base canonique. Donc ici, parmi tous les produits scalaires envisageables, il y en aura une infinité, on peut en fixer quelques-uns qui sont les plus usuels, les plus habituels. Donc c'est usuel un peu au sens courant, hein, c'est ceux qui utilisent le plus, et donc c'est ceux-là qu'on va notamment que vous devrez retenir. Mais ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas d'autres. Vous aurez même très souvent la question, je peux vous montrer tout de suite d'ailleurs, comme ça vous verrez un petit peu ce qui vous attend. Je vais le PDF un petit peu plus grand et je vais vous montrer la fiche exercice. Alors on ne va pas s'en attaquer là, mais exemple, exercice 1, qui sera un petit exercice de départ. Vous regardez l'application qui est ici. Ça ressemble un peu à produit scalaire usuel parce qu'il y a du x, y, x', y', etc. Mais ce sera un autre produit scalaire. Là, il y a des matrices. Là, où est-ce qu'il est? C'est à l'exercice... voilà. Ici, l'exercice 9, ça ressemble à celui qu'on est en train de faire, parce qu'il y a une intégrale avec un produit, mais il y a un truc en plus à côté, qui fait que ce sera un nouveau produit scalaire. Donc, vous aurez tout un tas de produits scalaires possibles en exercice. Là, dans le cours, il y en a certains qu'on fixe et qu'on retient. J'espère que ça, du coup, ça éclaircit un tout petit peu les choses. Un produit scalaire sur le produit... Alors du coup, un produit scalaire, c'est toujours le produit des objets qu'on manipule. Alors, ça fait très souvent intervenir un produit, mais il y a souvent un truc qui se rajoute, une somme, une intégrale, et des fois il y a d'autres choses en plus. Alors, quand on fait un produit scalaire, c'est l'usuel, mais exactement. Quand au lycée, vous avez vu le produit scalaire dans R2, c'était le produit scalaire usuel et vous faisiez que celui-ci. Alors, il vous suffisait complètement, mais on va voir en fait que c'est beaucoup plus général. Alors, fin de la parenthèse, on reprend sur notre histoire. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, on a fait une aire à gauche. Symétrique, moi je vais le caser là, il y a largement la place. Donc, phi symétrique, car si on regarde phi de en échangeant, en mettant gf, ça fait l'intégrale de gf, mais bien sûr, on peut échanger f et g, et on retombe sur l'intégrale de fg, c'est-à-dire phi de fg. Donc là, symétrie, on ne s'éternise pas trop. Encore une fois, vu qu'on a linéaire à gauche et symétrique, ça c'est la petite remarque bien pratique, ça veut dire que phi est binaire. Là c'est un phi. Est-ce que il y a des questions sur ces deux premiers points? Je remets le tableau en grand. Tac. Il nous reste donc positif, défini positif, les deux en un. J'attends 5 secondes. Alors, pouf, nouvelle page. Donc, point suivant. Alors, phi. Est-ce que je me les donne en même temps? On va là, bon, c'est parce que moi je sais ce qui va se passer. On va couper un tout petit peu plus en deux. Parce que vous allez voir qu'il y aura un truc qui ne sera pas du tout instantané. Donc, on va commencer par dire que phi est positive. Ça, ce ne sera pas trop méchant, mais il y aura déjà une petite justification à aborder. Je recommence en mettant bien soit petit f dans le grand E, un seul vecteur, une seule fonction. Donc je ne sais plus en quelle couleur j'ai mis tout à l'heure. J'ai mis en rouge, donc on va remettre en rouge. Voilà, c'est un seul vecteur, une seule fonction. Alors, c'est possible de le faire sans décomposer, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, en fait, le décomposer, de toute manière, c'est juste au niveau présentation. C'est juste au niveau présentation. Là, quand j'ai fait le défini positif avec les vecteurs de R2, ça, là, vous pouvez même, honnêtement, même là, pour celui-ci, vous auriez presque plus deviné ce qui allait se passer. Lorsque vous faites phi de xx
En le regardant dans les yeux, vous dites ah oui, il y a deux carrés, donc c'est positif. Et si ça fait 0, bah on a une somme de carrés qui vaut 0. Donc là, entre guillemets, là, surtout quand vous aurez pris un peu de recul, si vous avez une situation aussi simple que celle-ci, vous arriverez à le voir. Là, pourquoi est-ce que c'est un petit peu plus technique et qu'on va décomposer? Pareil, vous pouvez l'anticiper maintenant. Si on regarde phi de ff, on va donc considérer l'intégrale de f au carré. On est donc censé justifier, premier temps, que l'intégrale de f au carré est positive. C'est pas long, mais si vous vous rappelez bien ce qu'on a fait en intégration, il y a 2-3 petites choses à dire. Et dans un second temps, c'est pour ça qu'on va dissocier, en supposant que l'intégrale de f au carré est égale à 0, on est censé arriver à dire que f est la fonction nulle. Et là, pareil, si vous vous rappelez bien, le cours qu'on avait fait sur intégration, supposer qu'une intégrale est nulle, en général, ça ne dit rien sur la fonction. Donc, il y a des petites informations, des petites justifications précises à apporter qui seront bien sûr attendues. C'est pas long, mais il ne faut pas en oublier. Du coup, c'est pour ça que là, en anticipant, et là pareil, vous serez largement en mesure de voir au fur et à mesure que là, il faut décomposer un tout petit peu, on coupe en deux. Alors, phi, position 1, soit c'est dans le grand œil, on a phi de f qui est égal à l'intégrale de a à b de f carré de t dt. Alors, petite précision, parce que des fois j'ai la question qui pop à ce moment-là. Ce f carré, c'est f rond f ou c'est f fois f dans le contexte? Voilà. Donc ici, attention, c'est f de t fois f de t produit, pas composé. Donc vous ne mélangez pas les pinceaux. Je sais qu'en algèbre binaire, dès qu'on voyait du f carré, c'était une composée, mais maintenant, c'est plus ça. Enfin, là, c'est pas ça en tout cas. Voilà, le petit doute est levé. Maintenant, l'intégrale de f carré. Or, f carré, attention, je parle bien de la fonction f carré, est supérieur ou égal à 0. Bah, c'est un carré. Et, le petit truc classique, on a des bornes qui sont dans le bon sens. Alors là, où est-ce que c'est marqué? Tout simplement, dans l'énoncé, on a considéré qu'on prenait les fonctions continues sur intervalle AB. Alors là, dans le contexte, on va sous-entendre que ça signifie que A plus petit b. Parce que quand on écrit intervalle AB, c'est qu'on a mis les bornes dans le bon sens. Donc, et les bornes sont dans le bon sens. Les bornes sont dans le bon sens. Je ne sais plus écrire. Je sais qu'il y en a qui sont en train de penser, là je me suis de toute façon. Les bornes sont dans le bon sens. A plus petit b. Donc, l'intégrale de f carré est supérieure ou égale à 0. Voilà. Premier point, phi positive. Donc c'est pas très long, mais on fait attention à ce qu'on dit. De plus, alors, en général on met les deux ensemble, donc là c'est pour insister sur le phi défini positive. Si on suppose phi de ff égale 0, on est censé arriver à f, la fonction nulle. Donc si on suppose ceci, on a intégrale de a à b de f carré de t dt égale 0. Pour justifier que la fonction intérieure est nulle, rappelez-vous, il y a plusieurs hypothèses précises. On est censé dire que la fonction à l'intérieur est positive. On est censé dire que la fonction intérieure est
qui me dit l'hypothèse qu'on est censé avoir ici. Voilà. On est censé avoir une fonction continue. Et au niveau des bornes, troisième chose qui doit se passer. Bon sens. Alors pas seulement bon sens, avec, ouais, bien vu, des bornes strictement dans le bon sens. Donc fonction continue, f carré, alors, par hypothèse c'est gagné, positive, borne strictement dans le bon sens. Si on a tout ça, le fait que l'intégrale soit nulle nous garantit que la fonction est complètement nulle sur intervalle AB. Alors j'ai vu une question passer, si f carré est positif, même si les bornes sont dans le mauvais sens, l'intégrale est positive. Alors, si les bornes sont dans le mauvais sens, l'intégrale serait négative. Donc, en supposant, donc plus précisément, si les bornes sont strictement dans le mauvais sens, on pourrait supposer, où est-ce que je notais ? Oui, on pourrait quand même déduire que la fonction est identiquement nulle. En revanche, il faut bien exclure le cas A égale B. Donc effectivement, lorsqu'on dit fonction positive, c'est fonction de signe constant. C'est surtout ça qui nous intéresse. Alors, on écrit tout. Or, alors, on a avec f carré supérieur égal à 0, point virgule, f carré continu, point virgule, dernière hypothèse, A strictement plus petit que B. Donc, avec tout ça, f carré est égal à 0. Donc ça, ce 0 un peu stylisé, c'est la fonction nulle, hein, rappelez-vous. C'est-à-dire que f est la fonction nulle. Et donc, c'est gagné. Parce que bien sûr, le carré, il ne sert à rien. Alors, petite remarque au passage. Ici, on avait l'intégrale sur AB. Donc, lorsqu'on dit que f est la fonction nulle, c'est la fonction nulle sur AB. Je vais être un tout petit peu plus précis ici. Mais dans le contexte, vu que, je remonte à la page d'avant, juste quelques secondes, vu qu'on a bien dit qu'on était sur les fonctions continues sur AB, on est bon. Il n'y avait que ça qui nous intéressait. Si vous aviez une fonction continue sur quelque chose de plus grand que AB, bah là, a priori, c'était pas forcément gagné d'avance. Alors, je remets la dernière page. Je vous laisse bien marquer les trois hypothèses ici. Tac. Voilà. Qui permettent de justifier proprement les choses. Alors, si f continue, f est toujours continu. Oh, bah oui, bah ouais, c'est un produit de fonction continue. Quand même. Est-ce que il y a d'autres questions là-dessus? Alors, j'attends 5-10 secondes. Et on va enchaîner. Alors, la dernière ligne. Alors, a priori, lorsqu'on a l'intégrale de g de t dt qui est égale à 0, on en déduit que la fonction g est la fonction nulle, avec ces trois hypothèses-ci. Ça, c'est si f, je peux remettre cours intégration. Donc, dans la dernière ligne, on précise deux choses. Déjà, que si f carré est la fonction nulle, ça veut dire que f est la fonction nulle. Donc là, si f de t au carré est tout le temps égal à 0, ça veut dire que f de t est égal à 0. Et le petit détail que j'ai mis à la fin, c'est pour vous faire voir que en utilisant l'intégrale sur a, b, on a une fonction nulle sur a, b, ce qui est logique, mais par rapport à la question posée, c'est ce qu'il nous fallait. Donc, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'embrouille, tout va bien. Est-ce que c'est un tout petit peu plus clair? Ok. Alors, on va repartir sur
le PDF de cours, pas exercice tout de suite. Alors, on verra. Pour l'instant, j'ai pas mis d'exemple sur les polynômes. Ça viendra au fur et à mesure. Sur les polynômes, en fait, il y en a plusieurs usuels. En vrai, c'est un petit peu ça. Sur les matrices, je voulais mis un exercice, mais ce sera aussi un usuel. Tout de suite, ça, c'est une chose qui est très pratique avec les produits scalaires. Étant donné que le xx, où est-ce qu'il est ici, est toujours supérieur ou égal à 0. On peut tout à fait définir la racine carrée du produit scalaire x avec x et appeler ça la norme euclidienne. Alors, si vous réfléchissez, l'intérêt de cette définition, c'est exactement la même chose que pour le produit scalaire. Le but, c'est de, comment dire, de retrouver des notions géométriques, par exemple ici une distance, une longueur, entre guillemets, dans un contexte algébrique. Donc c'est un... Au niveau mise en place, c'est quand même un petit peu tarbiscoté. Je vous remets la situation dont on avait parlé la dernière fois. Lorsqu'on avait le but du jeu essentiellement, c'est d'avoir une notion d'orthogonalité. Mais orthogonale, ça veut dire angle à 90 degrés. Sauf que angle à 90 degrés entre des polynômes, bah voilà, on faisait beau regarder deux polynômes, l'angle, bon courage. Mais si on feinte en disant ah oui, mais en fait dans le plan, angle 90 degrés, ça se traduit par produit scalaire nul. Mais ce produit scalaire nul, je peux prendre ça comme définition. Bingo, ça a une fin de son orthogonalité. On ne l'a pas encore écrit, mais elle va arriver. Et dans la foulée, ah oui, mais en fait ce produit scalaire, ça me permet de calculer la longueur, la norme du vecteur, parce que je sais que la norme du vecteur, c'est la racine de x scalaire x. Dans le plan, effectivement, géométriquement, c'est Pythagore, hein, tout bêtement, la longueur d'un vecteur, c'est la racine de x scalaire x. Bah là, on feinte en disant en définition, donc attention, c'est une définition, on ne vous demande pas de la démontrer ou je ne sais quoi, c'est comme ça a été posé. On va définir, je vais vous l'encadrer, la norme euclidienne associée au produit scalaire, donc grand N comme norme, tout bêtement, c'est n de x égale la racine de x scalaire x. Et ça va donc nous permettre, je vais descendre un tout petit peu pour inclure la notation qui est en dessous, ça va nous permettre de donner un sens à une norme de vecteurs, y compris dans l'espace vectoriel de polynômes, de n'importe quoi. Donc c'est en ce sens-là que cette notion est en fait très forte, parce qu'elle va permettre de généraliser beaucoup de choses qui sont connues dans le plan et dans l'espace. Alors, notation classique, par défaut on met grand N, mais on va très vite retrouver la double barre, que vous connaissez bien. Exemple. Donc on va juste les écrire, parce que c'est une définition. Chacun des produits scalaires sur R2, Rn, les fonctions continues, va donner une norme associée sur les espaces correspondants. On va les écrire et vous devrez être en mesure de les repérer juste à l'œil nu comme ça. Donc je repars sur le tableau. Alors, page supplémentaire. J'ai pas conclu du coup ici. Tac tac tac, excusez-moi. Revoir si j'avais fait au début. Bah oui, je l'ai écrit ici. Mais j'ai pas dit que c'était un produit scalaire. Donc je le rajoute là, dans la marge. Donc phi qu'on a développé ici, c'est le produit scalaire usuel sur les fonctions continues de AB dans grand R. Donc si on vous dit on utilise le produit scalaire usuel, vous devez comprendre intégrale de FG. Point. Alors, page suivante. Les normes usuelles. Alors, produit scalaire, 2 vecteurs, norme, un seul vecteur. Donc, pour grand E égale R2. On va se fixer soit grand X, XY appartenant à R2. On a
la norme de grand X, qui est donc par définition la racine de x scalaire x. Comme la racine de x scalaire x, c'est le xx' plus y', ici on va voir x2 plus y2 en racine, tout bêtement. En gros, l'intégrale du produit est un produit scalaire. Alors, pas en gros, c'est oui, c'est ce qu'on a démontré. C'est ce qu'on a démontré. Donc ici, norme de grand X, ça va donc être égal à ça. Donc là, c'est finalement le truc que vous connaissez depuis tout petit, qu'on a retrouvé ici. Mais plus généralement, dans grand E égale Rn, cette fois-ci, on considère un vecteur grand X, x1, x2, 3 petits points, xn, appartenant à Rn. Cette fois-ci, la norme de grand X, c'est, alors je ne vais pas réécrire racine de scalaire x, ça va donc être une grande racine. Je vais mettre un joli trait comme ceci, en trichant un petit peu à la règle. La racine de quoi? X scalaire x, c'est la somme des xi au carré. Somme des xi au carré pour petit i allant de 1 jusqu'à n. C'est-à-dire, je vous l'écris comme ceci si vous voulez. On prend toutes les coordonnées au carré et on va faire une magnifique racine sur tout ça. Et dans la foulée aussi, donc tout ça c'est automatique, c'est des définitions. Si on reprend notre espace des fonctions continues de AB dans grand R, la norme d'une fonction petit f, c'est la racine de f scalaire f. Par rapport à la définition, je vous remets la page précédente, là, f scalaire g, c'est l'intégrale de fg. F scalaire f, c'est l'intégrale de f au carré. C'est ce qu'on avait vu là finalement en haut. Donc nous, on prend la racine là-dessus. Tout simplement. On va donc avoir, pouf, intégrale de a à b, de f carré de t dt, tout ceci avec une racine. Et donc tout ceci, tac, tac, je vais mettre un magnifique trait rouge devant, boum, boum, vous devez savoir les identifier directement, sans hésiter. Et donc je le redis, c'est une définition, on a dit qu'on appelait cette quantité la norme de f. Et vous allez voir bien sûr que ça va jouer le rôle d'une norme, ça va pouvoir s'interpréter comme une espèce de longueur de vecteur, donc on sera content. Est-ce que c'est bon pour ces quelques exemples? Excusez-moi. Alors j'attends 5 secondes. Alors ensuite, on va passer sur tac, des propriétés justement de la norme. Donc il n'y aura rien de très méchant, ce sera juste de petits calculs avec des définitions. Tout est basé sur, je vais quand même vous l'entourer, la définition en termes de racine de x scalaire x. Donc, première propriété, l'homogénéité. On va voir, c'est instantané. Si vous avez un vecteur qui est multiplié par lambda, alors, attention, il y a un petit piège, mais qui est le même que dans le plan dans l'espace. Si un vecteur est multiplié par lambda, effectivement, il va changer de taille, entre guillemets, mais plus précisément, c'est multiplié par un facteur valeur absolue de lambda. Notamment si vous avez un vecteur, vous imaginez un vecteur devant vous là, si vous multipliez par moins 3, alors il va changer de sens, et sa longueur va être multipliée par 3, la valeur absolue du lambda. Donc attention
ici les petites barres de valeur absolue. Sinon, c'est tout, il n'y a pas de piège. Séparation. Alors là, pourquoi ça s'appelle séparation? C'est à cause de la deuxième ligne. Le départ, c'est par hypothèse, c'est le caractère défini positif, phi de xx égale 0 est équivalent à x égale 0. Donc c'est ce qui est marqué là en haut, sur lequel je suis en train de passer la main. Conséquence pour nous, phi de xx, si vous redescendez sur la définition de la norme en bas, phi de xx, c'est la norme au carré. Conséquence, qu'est-ce qu'on est en train de dire avec ce caractère défini positif qui est en haut? Si la norme au carré vaut 0, c'est équivalent à dire que le vecteur est nul. Bon, le carré ne sert à rien. Conséquence, on va se retrouver avec cette ligne-ci. La norme d'un vecteur est nulle si et seulement si x est nul. Traduction, si au lieu de x, on a x moins y, on va se retrouver avec cette égalité. La norme de x moins y est nulle si et seulement si x égale y. Alors, juste pour la petite histoire, ça s'appelle la propriété de séparation parce que ça va permettre de séparer, de distinguer des vecteurs. Parce que dès que vous avez deux vecteurs différents, la norme de leur différence sera strictement positive. Donc, c'est bien une quantité qui permet de séparer les vecteurs au sens où dès qu'ils sont différents, ils auront une distance non nulle. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Démonstration 1. Bon, on va l'écrire vite fait, mais c'est juste pour l'histoire, hein. C'est juste pour manipuler. Je repars sur le tableau. Tac, tac. Page suivante. Alors, premier point. Donc, on a déjà des notations qui sont posées. On veut calculer la norme de lambda x. On va nous plus précisément calculer la norme de lambda x au carré. Vous allez voir juste après pourquoi, c'est un tout petit peu léger. Si on fait la norme de lambda x au carré, c'est lambda x scalaire lambda x. Attention, petit piège. Vu que le produit scalaire est bilinéaire, il y a un lambda qui va sortir à gauche et il y a un autre lambda qui va sortir à droite. On va donc se retrouver avec un lambda carré fois x scalaire x. Attention. Produit scalaire bilinéaire. Linéaire de chaque côté, donc il y a lambda au carré qui sort. Donc, et souvent on va faire comme ça pour alléger, on commence par faire le calcul avec les carrés, et ensuite, attention, c'est pas fini, alors là c'est lambda carré. Donc lambda au carré, c'est lambda au carré. Lorsqu'on veut repasser à lambda de lambda x tout court, on va passer à la racine. Donc on a le carré. On va donc avoir la racine de lambda carré fois x scalaire x. Et c'est là que va apparaître la valeur absolue. On va avoir valeur absolue lambda fois racine de x scalaire x, c'est-à-dire valeur absolue de lambda fois norme de x. Donc c'est le coup classique, hein. D'où sort la valeur absolue dans le calcul? C'est une racine de lambda carré. Et ça, faut juste pas se faire avoir et c'est tout. Donc premier point, voilà, c'est tout. C'est juste on calcule, on sort lambda puis on repasse à la racine. Deuxième point, c'était quoi? La séparation. Bah, du coup c'est instantané, hein. Norme de x égale 0. Encore une fois, on va passer au carré. De toute façon, dire qu'un nombre est nul, c'est qu'elle va dire que son carré est nul. Mais en mettant au carré, ça permet d'alléger un tout petit peu. Ça se traduit par x scalaire x égale 0. Et x scalaire x égale 0, c'est équivalent à x égale au vecteur nul de grand E. Tout simplement, définition du produit scalaire. On l'a supposé dans la définition, donc là on l'utilise librement. Voilà, c'est tout.
Donc c'est pas du tout méchant comme démonstration. Hein. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Mais bon. Alors, où est-ce qu'on en est niveau timing? On va avancer encore un tout petit chouïa. Et on s'arrêtera à Cauchy-Schwarz, juste avant Cauchy-Schwarz, qu'on gardera pour la prochaine fois. Donc on va faire ces petits calculs là encore. C'est des petits calculs, hein, c'est des identités marquables, vous allez voir. C'est pas méchant du tout, ça fait un peu peur comme ça, mais c'est pas méchant du tout en vrai. Et le gros morceau, on le gardera pour la prochaine fois. On fera peut-être un petit bout d'exercice en fin de séance, c'est tout. Alors, la norme euclidienne. Je refais un tout petit point sur la méthodologie. À partir du produit scalaire, on prend. Excusez-moi. À partir du produit scalaire, on prend 2 fois le vecteur. J'insiste beaucoup, mais c'est volontaire, vous inquiétez pas, c'est pas que je viens sénile. On prend 2 fois le vecteur x scalaire x, on prend la racine et on obtient la norme. Si on regarde ça, on pourrait se dire, bah oui, mais vu qu'on a pris 2 fois le même vecteur, bah en fait on a perdu en information, donc ça se trouve, ben, connaître la norme, ça ne donne pas forcément le produit scalaire. On pourrait imaginer qu'il y ait que pour une même norme, pour une même fonction norme, il y a plusieurs produits scalaires. En fait, non. Il y a ce qu'on appelle, elles vont arriver ici, des identités de polarisation qui vont vous permettre de voir qu'en fait, à partir de la fonction norme, je dis bien de la fonction norme globalement, on peut retrouver le produit scalaire de ce qu'on veut. Et en fait, alors plus basiquement, alors on appelle ça identité de polarisation. C'est le terme officiel, ça fait classe, on va dire. C'est identité remarquable. Hein. Honnêtement, quand vous aurez pris un petit peu de recul, c'est A plus B au carré, c'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme identité remarquable? La norme de x plus y au carré, ça va être égal à la norme de x carré, plus la norme de y au carré, plus le double produit scalaire. Si on fait la norme de x moins y au carré, norme au carré, moins double produit scalaire. Donc là, il faut vraiment le voir comme ça. Je vais mettre une petite flèche sur ce truc-là. Tac. Je ne vais pas forcément le mettre en... Je voulais pas forcément le mettre en rouge. Ah oui, c'est après, excusez-moi. Donc le 2x slash y, c'est le double produit scalaire. Donc c'est vraiment lié au double produit qu'on connaît. Donc ça, je vais juste le mettre comme ça en bleu par exemple, c'est plus joli. À repérer. Tac. Tac. Et tac. Et conséquence, si vous faites la soustraction des deux, norme d'x plus y au carré moins la norme d'x moins y au carré, toutes les normes au carré disparaissent et on se retrouve avec 4 fois le produit scalaire. Conséquence, donc là c'est cette dernière ligne notamment, je remarque, non, je ne vais pas le mettre ici, c'est pas forcément vrai, enfin c'est pas la seule manière. Chacune de ces 3 égalités permet de retrouver x scalaire y en général à partir des normes. Et dernière identité, si on additionne ces deux relations, cette fois-ci ce sont les produits scalaires qui sautent. Et on tombe sur ce qu'on appelle l'identité du parallélogramme. Alors on va faire un petit dessin, vous allez voir, c'est très rigolo. La norme de x plus y au carré moins la norme de x moins y au carré, c'est 2 fois la norme de x carré plus y carré. Alors le point d'unité sur le Classroom, oui, bien sûr c'est prévu. À chaque fois j'essaie d'y penser. De toute façon comme d'hab, hein, si j'oublie, vous mettez un petit message et puis je rectifierai. Alors toutes ces identités, alors on va les encadrer parce que vous aurez quand même besoin de les apprendre, mais en vrai, au fur et à mesure, elles sont automatiques. Alors on va faire la démonstration, alors bien sûr la première, après la deuxième c'est la même avec un moins, la troisième c'est la soustraction, l'identité parallélogramme c'est l'addition. Donc concrètement ici, juste la première suffit à tout avoir. On n'a pas besoin de l'expression de phi. Non.
Non, non, non. Ça, c'est général. Vous allez voir tout de suite. C'est très simple. C'est juste grâce aux propriétés de phi. Alors bien sûr, on a besoin d'une application phi qui vérifie la définition de produit scalaire, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'en étais donc? Démonstration 2. Je vais sauter une page. Ce sera plus structuré. Donc, premier point que je dis rapidement. P1 suffit pour avoir tout le reste. C'est juste des plus, moins, plus, moins. Donc ça, c'est dit. Maintenant, pour P1, on veut calculer la norme de x plus y au carré. Norme au carré. Ça veut dire produit scalaire du vecteur avec lui-même. Attention, attention, je vais mettre un petit truc. Là, vous n'allez pas vous faire avoir. Il y a un petit x et un petit y, c'est vrai. Mais il y a un petit x et un petit y, c'est vrai. Mais on a quand même la norme d'un seul vecteur, grand X. Donc, par rapport à la définition, ça correspond à x scalaire grand X. Donc, je vais l'adapter ici. On va donc avoir x plus y scalaire x plus y. Maintenant, une fois qu'on l'a bien écrit comme ça, on a donc un produit scalaire. Le produit scalaire, il est bilinéaire. Je vais le découper en deux, histoire de vraiment aller doucement. Si on commence par faire la linéarité à gauche, ça veut dire qu'on va figer le morceau de droite. On aura donc x scalaire x plus y, plus, toujours en figeant le morceau de droite, y scalaire x plus y. Donc ça, linéarité à gauche. Et ensuite, on va embrayer avec la linéarité à droite en figeant le côté gauche. Donc là, on va avoir x scalaire x plus x scalaire y plus y scalaire x plus y scalaire y. Donc là, faites bien attention. Je vais essayer de les faire un tout petit peu plus droit. Là, ce sont mes barres de produit scalaire. Alors, rappelez-vous, là, je mets des barres. Si vous mettez des virgules ou je ne sais quoi, c'est kiff-kiff. C'est juste que là, c'est suivant l'humeur du moment. Par rapport à ce qu'on veut, x scalaire x. Attention, là, je rectifie aussi. C'est un petit x. X scalaire x, ah bah tiens, c'est la norme de x au carré. Tout au bout, y scalaire y, c'est la norme de y au carré. Donc là, c'est bien parti. Et au milieu, vu qu'on a, hop, alors je rajoute ici linéarité à droite, et vu que le produit scalaire est symétrique, le y scalaire x, c'est égal à x scalaire y. Par symétrie. On va donc se retrouver au milieu avec 2x scalaire y. Voilà, c'est tout. Donc on fait attention à ce qu'on écrit. Là, c'est la norme d'un seul grand vecteur grand X au carré. Donc on a grand X scalaire grand X qui apparaît. Mais ce grand X, c'est un petit x plus petit y. Donc on peut développer en une ou deux étapes. Ça, c'est comme vous le sentez. On tombe sur x scalaire x, norme au carré. Y scalaire y, norme au carré. Et au milieu, avec un petit coup de symétrie, on a bien le double produit scalaire qui apparaît. Morale,
on a bien ce qu'on voulait pour la norme d'x plus y au carré. Si vous avez un moins au milieu, il y aura un moins au milieu ici. Donc si vous avez un moins ici, il y aura un moins ici au milieu. Donc ça c'est automatique, il va sortir. Et les deux autres, c'est par soustraction, addition, c'est gagné. Donc pour la démonstration 2, bah, en vrai, c'est fini. La seule chose qu'on va faire là, pour terminer, c'est un joli dessin. Illustration du parallélogramme. Alors c'est vraiment juste pour, faire joli. Hein. En pratique, le dessin va pas vous servir à grand chose pour les sujets de concours. Hein. Désolé. Illustration de l'identité du parallélogramme. Parallélogramme. Alors, le principe c'est le suivant. Je vais mettre un tout petit peu de couleur. On a un vecteur, paf. Ça, c'est mon vecteur. Je mets une petite flèche symbolique. Petit x. On a un deuxième vecteur. Paf. Pareil ici. Je mets une petite flèche symbolique. Petit y. Lorsque vous avez deux vecteurs comme ceci, donc c'est un schéma, hein, on peut représenter la somme des deux tout simplement en prolongeant un petit peu les traits. Donc là, je vais changer un peu de couleur. À partir d'ici, alors je vais essayer de... Est-ce que là je suis à peu près droit? Là je suis à peu près droit. Voilà. Donc ça, bah, ça forme un parallélogramme qu'on complète pour obtenir ici au milieu, là en travers, tac, et je mets une petite flèche. Ça c'est x. Je vais le mettre un tout petit peu ailleurs, vous allez voir pourquoi. Parce que j'aurai besoin d'un autre côté. Là c'est x plus y. Alors, est-ce que pour l'instant le schéma on est bon? Alors le x moins y, où est-ce qu'il va se retrouver? Alors on pourrait se dire moins y, il part vers le bas. Donc x moins y, il part par ici. Je peux le faire symboliquement, si vous voulez. Il serait comme ceci. Je vais mettre encore... Alors là, paf, tiens, je vais mettre en jaune, juste pour un trait. Alors j'essaie d'être à peu près droit. Tac, comme ceci. Comme ceci. Donc ça, c'est moins y. Donc le vecteur x moins y, on peut le retrouver en faisant un peu le même principe, comme ceci. Mais ce vecteur x moins y, là, il ne nous intéresse pas trop. On peut tout à fait le reporter à l'identique ici. Bon, du coup, c'est pas très cohérent. Je vais un tout petit peu refaire ma flèche, parce qu'effectivement, ici, je me suis loupé. Donc, x moins y, tac, tac. Donc, il serait plus comme ceci. Ouais, là, c'est mieux. Tac. Et donc, je termine mon dessin, on va y arriver. Deuxième flèche, là ce sera un x moins y qu'on retrouve. Morale. Une fois tout ce petit dessin fait. X, c'est à longueur d'un côté. Mais c'est aussi, rappelez-vous vos cours de primaire, c'est aussi à longueur de l'autre côté. Idem pour y, norme de y se retrouve aussi de l'autre côté. X plus y et x moins y correspondent en fait aux diagonales du parallélogramme. Conséquence, ah non, primaire, je parle en connaissance de cause.
vu que j'ai mon fils qui est en CM1 et qui a commencé à faire les parallélogrammes et compagnie. Donc non, non, non. Alors je sais que vous vous rappelez que du collège, mais en vrai, vous aviez tout fait en primaire. Allez. Non, mais c'est pas... Je plaisante, ne vous inquiétez pas. Mais vous vous rendez pas compte, hein, en primaire, le nombre de choses que vous faites, c'est absolument phénoménal. Et après, il y a quasiment tout le collège, vous révisez, vous révisez, vous révisez, vous révisez. Avec vous, on a toujours maternelle aussi. Bah, les symétries vectorielles, ça se fait en maternelle, hein, quand vous faites des papillons, que vous faites l'autre, vous avez la moitié, vous faites de l'autre côté. C'est la maternelle, hein. On révise, on révise, on révise. Donc ici, on va faire une jolie phrase un peu comme en quatrième justement, en disant la somme des carrés alors la somme des carrés des longueurs des côtés est égale à la somme des carrés des diagonales. Donc si vous regardez bien l'identité du parallélogramme, qui est encore un petit peu sur la gauche pour vous, si vous avez la norme de x plus y au carré plus 1 de x moins y au carré, c'est la somme des carrés des longueurs des diagonales qui est égale à 2 fois x2 plus 2 fois y2, la somme des carrés des longueurs des côtés. Donc on y va. La somme des carrés des longueurs des diagonales est égale à la somme des carrés des longueurs des côtés. Normalement, ça va vous rappeler votre quatrième, là, quand vous avez fait théorème de Pythagore, Thalès. Alors, les dessins de montagne, c'est des oscillateurs harmoniques. Si vous le dites. Si vous le dites. Alors là, je vois pas trop la référence, mais bon. Ça, c'est un peu comme l'énergie potentielle, de toute façon. Quand vous avez les puits d'énergie, les pics d'énergie, ça correspond aux dessins de montagne, c'est ça, vous voulez dire, peut-être? C'est dans le genre. Alors, est-ce que c'est bon ce petit blabla? Pas de souci. Hop, je vais remonter un tout petit peu mon schéma, comme ça, hop, ce sera un petit peu plus clair pour vous. Et on va repasser un tout petit peu sur PDF, on va regarder ce qui nous attend la prochaine fois, et là je vais vous proposer ensuite un petit exercice pour finir la séance. Alors, il nous reste encore des exercices aléatoires, mais on va quand même commencer un tout petit peu d'exercice sur les euclidiens pour manipuler. Et de toute manière, rappelez-vous, on fera plein d'exercices de révision au fur et à mesure. Donc je repars sur le PDF. Tac, tac. Alors, ce qu'on va voir ensuite, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc ça, ce sera un gros morceau. Il y aura une démonstration un petit peu longuette. Ce ne sera pas la pire qu'on ait faite, mais elle est un petit peu technique pour faire les choses proprement. Et on en déduira l'inégalité triangulaire, donc celle que vous connaissez bien avec le module d'une somme, version norme. Donc ça, on le regardera un petit peu ensemble, et ce sera un des gros morceaux du chapitre notamment. Mais pas le plus gros pour autant. On va donc arrêter là pour la partie cours.